partir du moment où la trésor de la boîte ne permet pas de faire face à une partie des dettes qui sont échues, c'est qu'il y a un problème et que juridiquement, on est obligé, la loi l'impose, de se recourir à l'une des procédures que prévoit le code de commerce pour traiter les difficultés, puisque ça veut dire concrètement qu'on génère du passif qu'on n'est pas en mesure de payer. Et j'ai vu une vraie différence au cours des dernières années où avant, on n'avait aucune difficulté à trouver des repreneurs sur des locaux. Aujourd'hui, c'est complètement l'inverse. On fait chou blanc sur beaucoup de processus de reprise. On vend dans des délais rapides. Donc, par définition, l'audit, il n'est pas aussi complet que quand on est sur une reprise in bonis de 12 mois. Le risque, il n'est pas nul, loin s'en faut, de retrouver des cadavres au moment où on reprend la boîte. Et il y en a qui me disent, moi, je me suis battu pour ne pas donner ma caution. Ça a été un point fort, c'était ça où je faisais pas le deal. Je peux vous dire que ça change tout. Bienvenue sur Les Investisseurs 4.0, le podcast qui explore les stratégies et les méthodes pour développer son patrimoine immobilier quand on a 40 ans, un job à plein temps et une vie de famille trépidante. Le malheur des uns fait souvent le bonheur des autres. L'adage se vérifie aussi dans les investissements et on le voit notamment en bourse, lorsque la chute d'un cours liée aux difficultés d'une entreprise peut être un bon moment pour se placer justement si on croit à la reprise et on y croit sur le long terme. Dans un environnement économique plus local, est-ce aussi le cas? Est-ce qu'il y a des opportunités en tant qu'investisseur liées aux difficultés des entreprises à faire face à leurs engagements? C'est la question qu'on va se poser et le thème de notre conversation du jour avec Théophile Fornaciari, notre invité. Théophile est administrateur judiciaire et administrateur fiduciaire, ce qui veut dire qu'il gère des biens, notamment immobiliers, qui sont transférés en exécution de garantie au profit de prêteurs. Un œil donc expert très terrain pour nous aujourd'hui. Au cours de notre conversation, on verra le rôle d'un administrateur judiciaire et les différentes étapes de la gestion des difficultés d'une entreprise, le fonctionnement des procédures à la disposition des sociétés, conciliation, procédures collectives, les critères de réussite d'un plan de cession et les opportunités d'investissement dans le secteur immobilier, notamment via les appels d'offres de sociétés en redressement. Et sur une deuxième partie, sur la dernière demi-heure, on discute aussi de l'évolution du crowdfunding, des garanties dans le financement et en particulier la fiducie, qui est la zone d'expertise de notre invité, qui a toujours été vue comme la mère des sûretés, de toutes les sûretés. Et Théophile nous explique pourquoi en fin d'épisode aussi, il pense que c'est un peu surcoté finalement. Bref, un épisode assez dense, mais essentiel pour moi. Selon moi, si tu t'intéresses à la reprise d'entreprise et aux opportunités d'investissement liées à la restructuration des sociétés, on risque d'en voir de plus en plus. Si tu veux en savoir plus sur le thème, Théophile te partage un document qui accompagne la discussion, un PDF que tu peux télécharger gratuitement sur la page investisseur-40.com/232. Avant de démarrer, je t'invite à nous laisser, si ce n'est pas encore déjà fait, un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Ça nous donne beaucoup de force et de visibilité si tu apprécies le podcast. Tu peux aussi me taguer sur LinkedIn ou Instagram, n'hésite pas. Allez, sur ce, on attaque notre conversation sur les opportunités d'investissement liées aux difficultés des entreprises avec Théophile. C'est parti. Salut Théophile, bienvenue chez les Investisseurs 4.0. Salut, bonjour à tous. Merci à toi d'être passé pour nous parler de ton domaine d'expertise. On va sortir un petit peu du cadre, on parlait un petit en off de à qui on s'adresse. Effectivement, pas mal d'investisseurs immobiliers à la base, mais on diversifie, on essaie d'aller sur plusieurs classes d'actifs. Et aujourd'hui, je pensais que c'était intéressant de parler justement de tout ce qui est distress, restructuration, entreprise, sur plusieurs secteurs. Et c'est un petit peu ça, je pense, le challenge, c'est qu'on va essayer de condenser et trouver des choses qui sont applicables sur des secteurs qui peuvent être différents aussi, mais qui ont tout en commun le fait d'être en entreprise ou de pouvoir être à un moment donné dans une situation de restructuring. Pour les personnes, peut-être pour démarrer et puis placer le cadre, et pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, comment, qui es-tu? Est-ce que tu peux te présenter? Pas de souci. Parfait, merci de me donner l'occasion d'échanger sur ce sujet évidemment qui me tient à cœur. Donc moi je me présente en quelques minutes. Donc, Théophile Fornaciari, j'ai 2 casquettes en réalité puisque je suis donc administrateur judiciaire. L'administrateur judiciaire, c'est donc un professionnel qui est désigné par les tribunaux, plus particulièrement par les tribunaux de commerce, pour assister des entreprises dans la résolution de leurs difficultés. Il faut bien distinguer du mandataire judiciaire, qu'on appelle parfois communément mandataire liquidateur, qui lui intervient quand l'entreprise ou la société n'a plus d'activité et qu'il faut uniquement vendre des actifs. Donc ça, c'est, j'ai envie de dire, des cousins sur le plan professionnel, mais c'est pas les administrateurs judiciaires. Nous, on intervient, côté administrateur, sur 2 types de procédures. Les procédures de prévention des difficultés, mandat ad hoc conciliation, où en gros, on met les parties prenantes autour de la table pour éviter un dépôt de bilan, et les procédures sur lesquelles on reviendra, sauvegarde et redressement, qui sont un peu plus judiciaires. Donc ça, c'est ma première casquette d'administrateur judiciaire. Et j'ai développé une autre activité au sein de la même entité, donc à travers FHB Fiducie, qui est une filiale de FHB
qui est la société d'administrateurs judiciaires, qui se concentre sur l'activité de fiduciaire. Alors là, c'est encore plus une niche que l'administration judiciaire. Et la fiducie, concrètement, ça consiste à gérer des biens qui sont logés dans un patrimoine ad hoc, un patrimoine fiduciaire. Et le plus souvent, ce transfert de biens intervient dans le cadre d'une garantie au profit d'un prêteur. Donc, on parle de fiducie sûreté et mon job à moi, c'est d'administrer ce patrimoine qui détient des biens, souvent des biens immobiliers d'ailleurs, pour le compte des tiers. Donc voilà, administrateur judiciaire et fiduciaire, deux professions distinctes mais qui ont en commun, on va dire, de gérer des biens d'autrui. Alors, parce que l'administration judiciaire, on pense souvent à l'entreprise en difficulté. Quand on est en sauvegarde ou en redressement, on a une partie de gestion, donc on gère les biens d'autrui. Mais il y a aussi d'autres volets de l'administration judiciaire qui consiste à gérer des biens immobiliers quand le tribunal nous désigne, par exemple, et qu'il y a une carence sur la gestion. Donc, il y a une vraie complémentarité sur les deux jobs, on va dire. Excellent, et on aura beaucoup de trucs à discuter, j'ai l'impression. Là, juste pour avoir un petit aperçu de ton background, de ce que tu as fait, toi, depuis le début, ça a toujours été dans ce domaine-là? Est-ce qu'il y a eu des subtilités, des choses? Comment tu t'es nourri de ton expérience? Alors, c'est comme tout le monde, un petit chemin, on va dire, qui n'était pas prévu à la base. Moi, j'adore le droit. Et j'ai fait des études de droit et franchement, j'aime beaucoup ça. Ensuite, j'ai bifurqué sur une école de commerce, comme beaucoup aussi, pour diversifier un peu le parcours. Et à la fin, franchement, je cherchais un parcours qui me permettait d'allier, on va dire, le droit et la finance, la gestion, toutes les compétences que j'avais pu acquérir en école de commerce. Et franchement, j'ai un peu tourné le truc et le job d'administrateur judiciaire permet d'allier un peu ça parce que c'est très très varié. Je suis quelqu'un qui m'ennuie vite, enfin, comme beaucoup de monde, hein, et j'avais besoin d'un job qui me nourrisse là-dessus. Et donc c'est très varié parce que sur le plan juridique, on voit beaucoup de choses. Ça va du droit des sociétés, droit des entreprises en difficulté, et j'en passe. Mais il y a un aspect aussi gestion et finance, puisque notre job, c'est aussi d'analyser et de donner un diagnostic sur la situation et de faire des recommandations. Donc il y a un aspect analytique et un peu financier. C'est encore très varié puisque on peut aller de la boulangerie du coin, pardon de l'expression, à la grosse société cotée en termes de restructuration. Donc c'est très très divers. Et j'ai voulu faire mon stage PPI, donc c'est le stage des avocats, dans une étude d'administrateur pour me diversifier. Et franchement, j'ai eu un coup de foudre pour le job, donc j'ai jamais quitté. Et c'est comme ça que j'ai commencé d'abord comme administrateur judiciaire. Et ensuite, en voyant la fiducie, qui est donc cet outil qui est né il n'y a pas si longtemps que ça, puisque ça a été créé en 2007-2008, se développer petit à petit. J'ai vu cet outil grandir, on va dire, et avoir plusieurs applications, notamment en matière de fiducie sûreté. Et en rencontrant donc Hélène Bourboulou, qui est mon associée aujourd'hui, qui avait cette idée depuis longtemps de vouloir développer la fiducie au sein de FHB, donc qui est l'étude d'administrateur dans laquelle je suis associé aujourd'hui. On a matché, entre guillemets, en 2018 pour développer cette activité de fiduciaire au sein de FHB. Donc c'est comme ça que petit à petit, je me suis retrouvé avec les deux casquettes. Super. Est-ce que ça serait intéressant justement de savoir, de voir les points de connexion entre l'administration judiciaire et fiduciaire. Est-ce qu'on peut commencer peut-être par dresser un peu les étapes dans les difficultés de notre société pour la partie administration judiciaire, les étapes qui, voilà, dans la chute peut-être classique, hein, d'un cas standard d'une société, par quelles étapes elle passe et quels sont peut-être les acteurs du coup qui tournent autour de chacune? Clairement, juste pour clarifier, société commerciale, on n'est pas focus uniquement sur de l'immobilier. Non. D'accord. Ouais. En fait, nous, on intervient très concrètement. Il y a un curseur un peu juridique pour déterminer dans quelle procédure on s'oriente. Et ce curseur, c'est l'état de cessation des paiements. Pardon pour la notion un peu barbare, mais c'est ça qui nous permet de déterminer quel type de procédure on doit choisir. Et concrètement, donc, à partir du moment où la trésorerie de la boîte ne permet pas de faire face à une partie des dettes qui sont échues, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème et que juridiquement, on est obligé, la loi l'impose, de se recourir à l'une des procédures que prévoit le Code de commerce pour traiter les difficultés, puisque ça veut dire concrètement qu'on génère du passif qu'on n'est pas en mesure de payer. Et pour le coup, on n'a pas le droit de poursuivre une activité déficitaire. Et donc, l'ensemble de ces procédures-là sont là pour arrêter, entre guillemets, l'hémorragie. Après, le message qu'on rabâche souvent et qui commence à prendre, c'est d'anticiper, puisque par définition, plus on tarde dans la recherche d'une solution, moins on a de chances qu'elle soit mise en œuvre. Ça, c'est le principe. Après, le but, c'est donc d'anticiper et d'arriver dans des procédures qu'on appelle des procédures de prévention,
où nous, notre job, en tant qu'administrateur judiciaire, c'est de réunir tout le monde et de chercher des solutions et de porter ces solutions auprès des différents acteurs de la société, les créanciers, les actionnaires, pour faire simple, et les investisseurs externes s'il y en a, et si c'est nécessaire, pour essayer de déployer une solution qui évite le worst case scénario qui est pour nous le dépôt de bilan, la liquidation. Après, quand je parle de worst case scénario, la sauvegarde et le redressement sont des bons outils sur lesquels on va y revenir, ou parfois qui sont d'ailleurs préférables à ces procédures de prévention. Mais c'est toujours mieux d'anticiper et de les préparer en amont. Donc ça, c'est le scope de ces procédures. Après, nous, notre but, quand est-ce qu'on intervient et que la chute, elle se profile, quand on a, en faisant les prévisions d'exploitation, de prévision de trésorerie, on anticipe un moment où l'exploitation va pas être suffisante, les flux de trésorerie générés par l'exploitation vont pas être suffisants pour payer le passif, c'est qu'il y a un problème. L'idée, c'est de voir le mur suffisamment en amont pour pouvoir l'anticiper. Après, ça dépend clairement de la nature des difficultés, de l'ampleur des difficultés. Il y a des cas où il suffit juste de renégocier la dette. Et franchement, la conciliation, c'est super utile parce que on met les créanciers autour de la table, on leur explique qu'il faut faire un effort sur leurs encours en termes de réaménagement. Ça marche, ça fonctionne. Il y a des cas où, pour le coup, les difficultés sont telles qu'il faut mettre en place des restructurations plus lourdes. Peut-être que le redressement est un meilleur outil parce qu'il vaut mieux le prévoir. Donc ça dépend vraiment de la nature des difficultés, mais le critère juridique, c'est l'état de cessation des paiements et le but, c'est de l'anticiper au maximum pour avoir le temps de mettre en œuvre une solution. La conciliation notamment, donc ce serait a priori une des premières étapes. Exact. Elle est confidentielle, personne ne le sait. Exactement. Deux types de... Alors, faut retenir, on demande souvent mandat ad hoc conciliation, il faut retenir que les deux sont des procédures donc confidentielles, amiables, qui ont quelques différences à la marge, mais à retenir que les deux sont des procédures de prévention. Elles sont pas coercitives dans le sens où le job du conciliateur, du mandataire ad hoc, donc qui sont les missions qu'on exerce en tant qu'administrateur judiciaire, c'est de convaincre un peu tout le monde que la solution qu'on propose, il faut l'accepter, sinon on va aller sur une solution qui est pire pour tout le monde. Donc c'est des procédures amiables, confidentielles, mais contractuelles, dans le sens où on peut rien imposer, pour faire simple. Et elles se déroulent, j'ai envie de dire, en 3 temps. La première étape de ces procédures de conciliation, c'est de dresser un diagnostic pour voir où on se situe. Parce qu'il n'y a pas de bonne solution qui est portée auprès des créanciers dans un cadre amiable s'ils n'ont pas adhéré dans un premier temps au diagnostic. Et pour expliquer concrètement comment on se retrouve là, quelle est l'origine des difficultés et quelles sont les mesures mises en place pour y faire face. Deuxième étape, c'est de porter cette solution auprès des créanciers avec l'appui de budget prévisionnel où on leur explique voilà ce qui se passe. Si on fait rien, on va dans le mur, on va en procédure collective et tout le monde y perd. Voilà ce qui passe si on prend telle mesure. Et donc ça, on présente la solution. Et la troisième, c'est de la phase de négociation / formalisation de l'accord qui consiste à dire ok, l'accord qu'on propose, il est fair, il implique des efforts auprès de tous. Il n'y a pas uniquement tel créancier qui fait un effort. Il y a aussi parfois le créancier public qui est mis dans la cause. Il y a l'actionnaire qui fait des efforts, qui en a déjà fait. Bref, l'idée, c'est de montrer que, l'effort qui est sollicité, il est partagé. Et 2, qu'au vu des budgets qu'on a, on n'a pas de risque. Alors, c'est la théorie et la vraie vie, mais on n'a pas de risque de se retrouver de nouveau dans le mur. C'est pour ça que... Et nous, on est là pour apporter une forme de regard de tiers de confiance sur ces 2 conditions qui sont essentielles pour qu'un accord se conclue à la fin dans ce contexte un peu distress. Et c'est que l'effort est partagé et que la solution, elle est viable. Et toi, dans ton rôle, toi, tu dis que tu apportes aussi un élément de confiance là-dedans. Mais concrètement, qu'est-ce que tu apportes? L'expertise, la visibilité de tellement de cas différents que tu peux... ta parole est crédible quand tu dis que le plan est viable, ou est-ce que tu as d'autres moyens coercitifs ou autres de faire que ça fonctionne, tu vois? En fait, effectivement, c'est le point que tu mentionnes qui est important, c'est le tiers de confiance. Nous, on est indépendants, on donne un avis qui a pour unique objectif de, à la fin, rendre un avis au tribunal. Alors, c'est le président du tribunal ou le tribunal, selon le cas, si on constate l'accord, on l'homologue. Je mets de côté sur la différence, mais à la fin, on rend un avis. Et notre avis, il est basé sur le fait que, effectivement, ce qu'on demande, les 2 critères que j'évoquais, que l'accord est viable et l'accord est équilibré. Donc nous, on est là sur toute cette phase pour orienter les parties à l'aune de ces 2 critères. Et évidemment, ce qui nous donne la légitimité là-dessus, c'est l'indépendance du conciliateur. On n'est pas l'avocat de l'entreprise,
on n'est pas l'avocat de l'actionnaire, on n'est pas l'avocat du créancier, on est un tiers de confiance avec, pour vraiment ligne de mire, cette indépendance sur ces 3 phases. Alors oui, évidemment, on vient aussi, pas uniquement réunion en disant ça c'est bien, ça c'est pas bien, on vient aussi créer de la valeur en apportant une compétence sur en ayant d'ailleurs un regard critique sur toutes les phases que j'évoque, diagnostic, négociation, formalisation de l'accord, et un regard d'expertise sur ce qui est possible de faire, ce qui est possible de demander à des créanciers, donner un avis objectif sur l'accord qu'on propose et le scénario aussi alternatif. On dit souvent que les procédures de prévention, il y a un peu de ça, c'est un peu l'antichambre des procédures collectives. Donc on est là aussi pour dire attention, si on ne conclut pas cet accord, voilà ce qui va se passer en procédure collective. On arrive sur toute cette grille de compétences qu'on vient apporter. Après, il faut aussi savoir rester dans son rôle, dans le sens où on est une forme de médiateur qui agit sous l'autorité du président du tribunal et ce qui nous donne cette légitimité-là. Mais sur tout ce qui est expertise en tant que tel sur le fond, on se fait assister dans le cadre de la mission parce qu'on en a besoin. Je prends l'exemple, ce qui est vraiment important dans tout ce processus-là, c'est les chiffres. Si franchement les créanciers n'ont pas confiance dans les chiffres qui leur sont communiqués, déjà on part mal. Donc on a souvent appel et recours à des auditeurs externes qui viennent revoir déjà les budgets de l'entreprise, revoir l'atterrissage, revoir les BP à horizon 3-5 ans, avec un œil un peu plus critique sur ces budgets. Donc on se fait entourer. Parfois, on peut avoir des cas dans des sociétés beaucoup plus grosses où on a besoin d'un regard même externe sur l'aspect, sur la stratégie du management, en plus de l'audit sur les chiffres. Donc j'ai envie de dire, on se fait assister vraiment sur les chiffres là-dessus parce que c'est important, chacun son rôle, mais on vient évidemment apporter de la compétence sur toutes ces phases-là parce qu'à la fin, c'est des négociations, ces procédures de conciliation de mandat ad hoc, très concrètement, c'est des réunions régulières entre les réunions de travail et les réunions avec les créanciers. Le but de tout ça, c'est qu'on adhère au plan. Et tout ça, ça se travaille. Le cas de la conciliation, c'est donc le cas un peu le plus léger. Tu dis que c'est aussi, on le fait dans l'esprit que ça suffit. C'est pas une première étape pour après aller en dépôt de bilan. C'est plutôt en se disant, en le faisant, on va continuer à rester à flot. Quel type de problématique de ton expérience, de ce que tu as vécu, dans quel type de scénario de problématique que la société traverse, elle est typiquement adaptée à ce genre de phase, tu vois? Est-ce que c'est temporairement, je sais pas, le management qui est une erreur de management? Est-ce que c'est un marché qui était temporairement bouché, une crainte réglementaire? Enfin, c'est quoi les choses dans le contexte économique, là, on va vraiment sur le côté économique qui pourrait être adapté? Après, ce contexte, ça dépend évidemment de chaque secteur économique, mais ce qu'on devrait retenir vraiment, un critère important de la différence entre la conciliation et les procédures collectives, c'est qu'on dit souvent que ces procédures de conciliation, elles sont très adaptées pour traiter du bilan de l'entreprise, traiter de la dette. Pourquoi ? Parce que souvent, quand une entreprise elle arrive en difficulté, alors les origines, elles sont multiples. Un marché qui est baissier, un dirigeant qui a tardé à prendre des mesures de restructuration, un concurrent qui explose, un client qui était important pour l'entreprise, le risque du client important de l'entreprise qui nous lâche. Ça dépend vraiment de chaque cas. Mais ce qu'on dit souvent, c'est qu'à partir du moment où on peut s'attaquer uniquement au bilan de l'entreprise, à la dette, au passif, pour régler les difficultés de l'entreprise, la conciliation est un bon outil. Je prends l'exemple, si on a une exploitation, et je schématise à nouveau, mais c'est important d'avoir des schémas, une exploitation qui est rentable, on gagne de l'argent, mais qui n'est pas suffisamment rentable pour absorber le passif, en tout cas notamment la dette, selon les échéanciers contractuels. Là, la conciliation, c'est un très bon outil parce que on crame pas de cash si on rembourse pas la dette et on a le temps de discuter avec les créanciers pour dire écoutez, on va rééchelonner, vous demandez de rééchelonner votre dette sur X temps. Est-ce que c'est conforme parce qu'on a besoin de ce délai-là pour rembourser sereinement notre dette. Est-ce que vous acceptez ou pas? Oui, non, l'actionnaire remet de l'argent pour conforter le business plan ou pas? Est-ce que c'est nécessaire? Là, c'est une problématique de bilan. Ou alors, j'en sais rien, on a une exploitation qui est rentable, on a une dette qui n'est pas soutenable, même en rééchelonnant la dette. Bon, donnez-nous le temps de faire rentrer un investisseur externe. On se prend 1 an, 2 ans pour avoir un process de banque d'affaires et on revient discuter avec vous le passif dans le cadre de la conciliation. Et souvent, l'investisseur externe peut venir avec des propositions où il paye une partie, parce que lui, il apporte des fonds nouveaux, une partie de la dette tout de suite,
il demande un abandon sur le solde ou un rééchelonnement. Ça, c'est le travail du bilan, la conciliation s'est adaptée. En revanche, à partir du moment où il y a des restructurations à mener, j'en sais rien, cession d'une activité déficitaire, plan de licenciement, là, on a un vrai sujet sur la conciliation parce que souvent, la société, elle arrive avec une trésorerie qui est déjà tendue et la mise en œuvre de ces mesures beaucoup plus lourdes où on s'attaque basiquement au compte de résultat, où on a besoin de prendre des mesures pour regagner de l'argent, ça prend du temps et ça coûte de l'argent. Et sauf à ce qu'on ait un actionnaire, par exemple, qui accepte de mettre de l'argent dans le cadre de la conciliation pour financer le temps et la mise en œuvre de ces mesures, la conciliation, si on n'a pas ce cas-là, et souvent l'actionnaire, c'est compliqué qu'il remette de l'argent parce qu'il peut considérer qu'il a déjà tout perdu en termes d'equity, il faut trouver un espace pour qu'il accepte de reprendre du risque. Mais si je mets ce cas-là de côté, la conciliation, c'est pas tellement adapté parce qu'on n'a pas d'autre levier que comme j'évoquais, à demander des efforts aux créanciers. Et en général, les créanciers, dans le 99% des dossiers, c'est souvent les banques, créanciers bancaires et l'État, créanciers fiscaux et sociaux, ils n'ont pas intérêt, ils remettent jamais d'argent pour financer une restructuration. Donc tout ça pour vous dire que quand on est sur ce type de difficulté où on perd de l'argent et que le compte de résultat a un sujet et qu'on a besoin de mettre en œuvre des mesures pour y faire face, la procédure collective, qui là à l'inverse offre des outils pour les mettre en œuvre, peut être un bon levier si c'est bien préparé en amont et si on va vite pour les mettre en œuvre. Donc la conciliation n'est pas adaptée à toute la nature des difficultés, plutôt le bilan, plutôt la dette, tandis que les procédures collectives offrent des leviers pour s'attaquer justement au compte de résultat. Et donc, si je comprends bien, c'est quand même la matérialité de la chose qui va te guider vers l'une ou l'autre des options. C'est la marge de manœuvre que tu as en fait par rapport à ça. Parce qu'au final, c'est toujours la capacité de rembourser une dette. Donc, que ça soit parce que structurellement, le compte des résultats ne donne plus du tout la capacité de générer suffisamment de cash flow pour la dette, ou que ce soit parce qu'il y a une quantité de dette qui est très importante, qui est un peu déséquilibrée. Indirectement, c'est toujours quand même le même problème, mais il y en a un la terme de gravité qui est beaucoup plus grave que l'autre, d'après ce que tu dis. Et si on arrive aux procédures collectives, tu peux nous expliquer comment ça fonctionne? Bien sûr. Mais j'en reviens là-dessus pour rebondir sur ce que tu disais. Ce qui nous guide dans tout ça, sur le choix des procédures et la mise en œuvre d'une solution, mais vraiment notre curseur à nous, là, j'envoie les grands principes sur le bilan, le compte de résultat. Après, ce qui nous ramène à la réalité, c'est la trésorerie, c'est-à-dire le temps dont on a besoin. C'est ça, franchement, on a beau avoir une analyse bilancielle sur comment je peux regagner un marché à horizon 3 ans, je vais regagner de l'argent en faisant ça. Ok, mais si on n'a pas la trésorerie qui tient, malheureusement, on est sur un scénario beaucoup plus rapide, voire destructeur de valeur. Donc, ce qui nous guide là-dessus, et c'est pour ça, on ne le dit jamais assez, anticiper, c'est la trésorerie dont on dispose et le temps qu'on a pour mettre en œuvre une solution. Donc, j'arrive sur les procédures collectives où dans mon schéma, c'était adapté pour restaurer de la profitabilité. Il y a deux types de procédures. L'inconvénient majeur, effectivement, c'est que c'est public, entre guillemets, par rapport aux procédures amiables. Donc oui, c'est inscrit dans le CABIS, sur le CABIS, et il faut le gérer. Maintenant, il n'y a rien de... On va y revenir, je vais dédramatiser le sujet, mais c'est une grande différence. Pourquoi c'est public? C'est parce qu'il y a un effet qui est massif de ces procédures collectives dans l'intérêt de la boîte. C'est que, du point de vue des créanciers, tous les créanciers qui existent au moment où la procédure collective ouvre sont gelés. C'est-à-dire qu'on ne peut plus les rembourser. L'entreprise n'a pas le droit, sauf certaines exceptions un peu techniques sur lesquelles je ne viendrai pas aujourd'hui, mais le principe, c'est que les créanciers n'ont pas le droit de se faire rembourser et la société n'a même pas le droit de les payer pendant toute une période qu'on appelle période d'observation qui va de 6 à 12 mois, pour faire simple. Pendant cette période-là, donc la sauvegarde ou le redressement s'ouvre. Les deux, on entend souvent les deux. Franchement, les différences entre les deux maintenant sont minimes. Pendant longtemps, il y avait un avantage à la sauvegarde pour la protection de la caution du dirigeant, et c'est un sujet qui est important dans beaucoup de PME. Maintenant, il n'y a plus cette différence. Donc, sauvegarde, redressement, c'est un peu la même chose. À retenir qu'on a un levier un petit peu plus important en redressement judiciaire pour faire appel à la collectivité pour payer les salaires antérieurs, l'AGS. Je mets ça de côté. Et la deuxième différence, c'est que la sauvegarde, c'est un peu moins contraignant en termes de gestion pendant la période d'observation où le dirigeant a un peu plus de... l'administrateur judiciaire est un peu moins présent dans son contrôle, on va dire, pour le faire simple. Et le troisième point, c'est que ça, il est plutôt médiatique, c'est que la sauvegarde, c'est toujours mieux vu que le redressement parce que pour être en sauvegarde, il ne faut pas être en état de cessation des paiements, alors qu'en redressement, c'est qu'on y est.
Donc, c'est un peu mieux vu du point de vue de l'écosystème. Maintenant, les effets sont les mêmes. C'est qu'on gèle le passif pendant une certaine durée. On a 6 à 12 mois pour travailler sur un plan. Et à l'issue de ces 6 à 12 mois, si on est en mesure de le faire, on présente un plan qui prévoit le remboursement du passif sur une durée beaucoup plus longue que ce qu'on peut obtenir dans un cadre contractuel et amiable en conciliation, puisque la loi dit, pour faire simple, que le tribunal, si les créanciers n'acceptent pas, peut imposer un rééchelonnement de la dette sur une durée max de 10 ans, avec une progressivité. Là, je vous donne vraiment le cas le plus favorable à l'entreprise, une progressivité qui peut aller, le minimum légal, c'est 5% au bout de 3 ans et 10% au bout de 6 ans. Donc, en théorie, on peut avoir une forme de boulette de près de 45% en année 10. Donc, c'est très progressif et donc, c'est évidemment très en faveur de l'entreprise. Ça, c'est sur le rééchelonnement du passif. Maintenant, il y a effectivement des outils, comme je parlais du compte de résultat, notamment en redressement, qui sont très favorables pour mettre en œuvre ces licenciements, parce que c'est souvent le nerf de la guerre. C'est que en France, pour faire simple, il y a 2 sujets pour mettre en œuvre une restructuration, si je schématise. C'est les licenciements. C'est vrai qu'un licenciement pour motif économique, c'est long et ça coûte cher. Donc, quand on est en difficulté, on n'est peut-être pas en mesure de le financer. Et je pense aussi il y a tout un tas de contrats qui sont onéreux à résilier et qui sont déjà, qu'on n'est plus en mesure de financer. Je prends l'exemple du contrat de bail. Il y a beaucoup de réseaux de distribution, vous avez vu aller en procédure collective au cours des dernières années, parce que en France, c'est évidemment un enfer de licencier pour motif économique, c'est encore plus un enfer de résilier un contrat de bail. Ça coûte une fortune. En procédure collective, je prends cet exemple très précis, pour mettre en œuvre des licenciements pour motif économique, déjà, on a des délais raccourcis pour les mettre en œuvre, et surtout, on a l'AGS, donc qui est un organisme auquel l'ensemble des employeurs de ce pays contribuent, qui permet de prendre en charge les coûts de licenciement. Alors, c'est pas un don, c'est une avance, mais qui avance les coûts de licenciement, et une partie de ces coûts, partie importante, sera remboursée dans le cadre du plan, donc notamment dans les 10 ans que j'évoquais. Donc, c'est très favorable à la mise en œuvre d'une restructuration sociale. Et les contrats que j'évoquais, je prends l'exemple du contrat de bail, tout un tas d'entreprises qui sont en difficulté parce que c'est l'enfer pour elles de résilier le contrat de bail. Elles ont pris parfois des engagements quand les zones étaient tendues sur 6 ans. En procédure collective, on peut résilier un contrat de bail, j'ai envie de dire, d'un coup de courrier, où on envoie le courrier, l'administrateur judiciaire envoie un recommandé, la résiliation prend effet à la réception de ce recommandé. Alors attention, il y a potentiellement des indemnités de résiliation qui pourraient être déclarées au passif, mais qui sont remboursables sur 10 ans, donc potentiellement beaucoup plus facilement négociables. Voilà pour les grandes... Donc c'est public, mais il y a des avantages monstres en termes de restructuration opérationnelle, il y a des avantages monstres en termes de durée de rééchelonnement du passif. Donc pour allier l'un dans l'autre et pour réunir le sujet, la bonne procédure collective, sauvegarde ou redressement, c'est celle qui est préparée en amont, de telle sorte qu'elle se déroule rapidement. Comme ça, l'impact sur le business, il est quand même mesuré. Alors quand on est sur une activité de B2C, il n'y a quasiment pas d'impact, sauf potentiellement pour des fournisseurs, parce que le crédit fournisseur, on peut le perdre en procédure collective. Et même quand on est sur du B2B, qu'on l'a préparé en amont, il y a un discours qui peut s'entendre pour que les fournisseurs, les clients continuent à faire confiance. Et c'est souvent le cas quand c'est bien préparé et qu'ils ont de la visibilité pour dire « Ok, je suis rentré en redressement, pas de problème, phase de difficulté, mais j'en sors à peu près dans X mois parce que j'ai déjà un plan sous le coude. » Ok, non, très clair, très intéressant. Effectivement, du point de vue entrepreneurial, on voit que là, on a l'avantage d'aller sur une procédure collective. Et quand on est bailleur en commerce, on voit aussi le risque que c'est d'avoir, parce que c'est souvent vu aussi comme le bail commercial est vu un peu comme un outil de diversification pour les investisseurs qui étaient purement sur du résidentiel. Mais le risque là, tu l'as clairement mis. Voilà. Alors moi, j'ai des échanges là-dessus, parce que c'est vrai que je vois peut-être le verre à des formations professionnelles sur l'investissement. Je pense que je suis pas spécialiste de l'immobilier, mais évidemment, moi, je vois une autre version sur l'immobilier commercial. Franchement, en ce moment, le commerce de détail, j'ai l'impression, mais je vois que des activités. Peut-être que j'ai un œil un peu biaisé là-dessus, mais on a beaucoup, beaucoup de mal à trouver des repreneurs sur des locaux. Parce que souvent on a des réseaux, des restaurants en difficulté, donc on est amené, j'en passe toutes les activités, mais toutes les activités de commerce, de détail, de retail, elles sont passées par des procédures collectives à un moment ou à un autre. Enfin, il y a un vrai, depuis plusieurs années, mais ça s'est évidemment accéléré avec le Covid. Et avant, pour trouver une des sources de résolution des difficultés, dans le cadre
d'un redressement, c'est de faire appel à des repreneurs. Parce que ce que j'ai pas dit, c'est que là, je vous ai donné un peu la version rose, c'est normal, on va dire, de la sauvegarde du redressement. Il y a des cas où l'entreprise, malgré les mesures, n'est pas en capacité de présenter un plan. Soit parce que le marché en tant que tel est mauvais, et donc même si on prend des mesures de restructuration, on n'arrive pas à regagner de l'argent. Soit parce que même si on regagne de l'argent, le montant de la dette, même rééchelonné sur 10 ans, n'est pas soutenable. Dans ce cas-là, on est obligé de s'orienter sur l'alternative en redressement, mais qui est toujours un plan, c'est la cession. On cherche des repreneurs, et c'est souvent, on va y venir, où vous voyez des appels d'offres d'administrateurs judiciaires. Alors pour la petite pub, c'est tous les vendredis dans les Échos. J'ai pas d'action dans les Échos, mais ça a le mérite d'être très utile pour avoir une large publicité de ces appels d'offres. Quand on n'est pas en mesure de présenter un plan, notre job à nous, c'est de faire l'équivalent d'une banque d'affaires low cost, où on cherche des repreneurs, on constitue la data room, et ensuite on les soumet au tribunal. Notre job à nous est d'assurer un process transparent et rapide sur la recherche de ces solutions. Je pars un peu du sujet, mais je voulais dire que dans beaucoup de sujets de retail, on cherche des repreneurs, et j'ai vu une vraie différence au cours des dernières années, où avant, à Paris notamment, on n'avait aucune difficulté à trouver des repreneurs sur des locaux. Aujourd'hui, c'est complètement l'inverse. On fait chou blanc sur beaucoup de processus de reprise, et nous, on dit aux bailleurs, trouver un accord, ça arrive souvent, trouver un accord, baisser le loyer pour qu'on présente un plan, parce que là, vous allez vous retrouver avec un local sur le dos qui va être vide pendant X années. Donc, j'avoue que j'ai une vision un peu biaisée je pense qu'il y a beaucoup d'attrait sur l'investissement commercial, mais c'est pas tout rose à mon avis. Et un bail commercial, on se le vend souvent comme la garantie ultime. Oui, jusqu'à la procédure collective, parce que la résiliation, elle est très facile, et c'est normal pour le redressement de l'entreprise. Oui, c'est à l'avantage d'une entreprise, et c'est pour ça que c'est fait. Mais c'est vrai que c'est assez brutal pour le bailleur qui disait, voilà, je l'ai loqué pour 6 ans, je suis bien, je suis tranquille, et c'était justement pour cette raison qu'il investissait dans cet actif-là. Avant d'en venir justement aux tendances et aux secteurs éventuellement à regarder, et d'un point de vue aussi d'investisseur, où est-ce qu'ils peuvent intervenir dans toutes ces procédures-là qu'on vient de mentionner, juste, on peut peut-être aller encore une fois dans le coin vraiment plus sombre de cette affaire. Le sombre. Si on continue dans les défaillances, et quand effectivement tu disais il n'y a pas de repreneur, on va vers la cession. Entre cession, liquidation judiciaire, si tu peux. Je comprends. Alors tu dis sombre, et c'est normal. Juste là-dessus, nous, ce qui nous anime, c'est de trouver des solutions. Alors je dis pas que tout est rose, il y a des cas compliqués, mais on est guidé par cette recherche de solutions dans un cas complexe. Et on essaie, j'ai envie de dire, de le rendre pas joyeux, mais c'est aussi notre job d'essayer de trouver un peu le verre à moitié plein dans des contextes qui sont pas simples. Donc c'est pour rebondir sur le terme. Maintenant, la différence entre cession et liquidation, c'est un bon point. Nous, on s'occupe de céder des entreprises essentiellement. Donc à partir du moment où on cède une entreprise qui a encore de l'activité, qui a du chiffre d'affaires, il y a des clients, il y a des salariés, là on parle d'une entreprise. Et là on la cède dans le cadre du redressement judiciaire. Et on parle de plan de cession d'entreprise. En général, notre but à nous, c'est de trouver un repreneur qui reprend le maximum de salariés avec un plan qui est viable et financé. Et troisième critère, qui rembourse le maximum des créanciers qui sont souvent collés. Ça, c'est nos 3 critères de plan de cession d'entreprise, et ça se passe dans le cadre d'un redressement. La liquidation, le principe de la liquidation, ça veut dire arrêt d'activité immédiat au jour de la liquidation, et ça veut dire licenciement des salariés dans les 15 jours. Et donc là, le job du liquidateur, c'est de vendre les actifs de manière isolée pour rembourser le maximum de passifs, vendre la marque, vendre le droit au bail. Donc si je reviens sur mon cas de redressement, plan de cession, les 3 critères, évidemment, les 2 critères qui passent au-dessus, entre guillemets, c'est le sérieux de l'offre, du plan, et le maintien de l'emploi. L'appurement du passif est très important, mais dans la vraie vie, le prix ne rembourse jamais le passif. Il y avait une étude qui avait été menée par un Big Four il y a quelques années, une forme de moyenne. En général, le prix, ça représente 10% du passif. Ils avaient analysé ça sur 10 ans. Ça vaut ce que ça vaut, parce qu'il y a des rangs et tout ça. Mais du coup, en fait, le prix, il rembourse jamais le passif. Donc, on vend l'entreprise. Dans le meilleur des mondes, ils reprennent tous les salariés. Le prix, le business plan est sérieux et financé. Et le prix de cession, effectivement, permet de rembourser une partie la plus importante qu'on espère possible. C'est notre job aussi de négocier. Mais ça rembourse pas le passif. Donc ensuite, il reste dans la structure qui est en redressement uniquement
le prix de cession est plus rien puisqu'on a cédé l'entreprise. Donc ensuite, techniquement, on arrive en liquidation judiciaire, mais on a déjà fait une cession parce qu'on est obligé, parce qu'on ne peut pas payer le passif, donc on bascule en liquidation judiciaire. Donc là, quand l'entreprise est en activité, cession en redressement judiciaire. Après, si tu veux, je parle un petit peu de l'immobilier ou pas? Ouais, si tu veux. Parce qu'on peut se poser souvent la question, pourquoi on peut retrouver des appels d'offres en immobilier par rapport à ce que je dis, alors qu'il n'y a pas de salariés souvent, en redressement. Parce qu'à partir du moment où on a une perspective de rembourser la totalité du passif, le cas échéant avec des accords avec les créanciers, parce qu'ils peuvent avoir un intérêt, plutôt que basculer dans un scénario liquidatif, on peut faire des appels d'offres, y compris dans le cadre de redressement, parce que justement, on peut présenter un plan dans la foulée qui rembourse tout le passif, éventuellement avec des accords, par exemple, des créanciers qui n'ont pas de garantie obligataire par rapport aux créanciers hypothécaires, si je prends un exemple. Donc là, on n'a pas de salariés, mais on est totalement éligible. D'ailleurs, la jurisprudence est claire, on n'a pas besoin d'avoir des salariés pour présenter un plan. On est toujours dans une case de redressement judiciaire, parce que même si on n'a pas d'entreprise au sens juridique, parce qu'on a une perspective de présentation d'un plan de redressement qui consiste uniquement à rembourser le passif. Et là, quand tu parles de l'immobilier, dans ce cas-là, ça veut dire quoi concrètement? C'est que c'est une société qui a à son actif des actifs immobiliers et dont elle peut se servir pour apurer son plan et en quoi ça peut, pour un investisseur extérieur en fait, en quoi ça peut être, cet appel d'offres dont tu parles être intéressant? Comment Après, alors attention, en général, quand on est sur l'immobilier pur, il y a la case aussi tout ne se fait pas en redressement. C'est aussi, parfois, on peut très bien considérer qu'il n'y a pas d'activité ou il n'y a pas d'intérêt à aller en redressement et qu'on s'oriente sur une liquidation. Et là, c'est le job du liquidateur. Donc souvent, c'est soit l'administrateur, soit le liquidateur qui fait un appel d'offres en matière immobilière. Mais ça dépend du cas que j'évoquais, redressement ou liquidation. Ensuite, donc quoi qu'il en soit, on fait un appel d'offres, publicité. La loi est claire, on doit le publier par voie de presse. On contacte aussi évidemment tous les acteurs du secteur qu'on a pu identifier. Et là, c'est un processus en réalité d'enchère qui est mis en œuvre. Donc l'intérêt pour un investisseur externe, c'est de payer, mais un peu comme on l'a sur les cessions d'entreprise, c'est de payer un prix, certes, mais qui est décoté tout simplement parce qu'il y a un aspect de durée et de délai qui est largement inférieur par rapport à un processus, j'ai envie de dire, in bonis classique. C'est ça essentiellement l'intérêt. Pourquoi c'est plus court, c'est plus long? C'est plus court parce que on est dans un cas par définition où on n'a pas été en mesure de rembourser les créanciers. Donc le but des créanciers, c'est pas de s'éterniser. En général, les intérêts continuent à courir pendant la durée de la procédure collective. À partir du moment où c'est un prêt de plus d'1 an, les intérêts continuent à courir. Et donc, c'est le job des organes de la procédure, administrateurs ou liquidateurs judiciaires dans l'autre cas, de réaliser un appel d'offres avec une durée qui est... Alors évidemment, il faut trouver un équilibre, mais qui est courte, parce qu'en attendant, la dette, à travers les intérêts, continue à courir. C'est pour ça que c'est plus court. Après, je mets de côté les cas un peu... Là, je parle d'immobilier, j'ai envie de dire, qui sont vendus en l'état. Après, il y a des cas, typiquement, où... Alors, si on est sur de la promotion immobilière, où là, pour le coup, il y a un vrai intérêt, parce que potentiellement, on est planté, et si on réinjecte pas de l'argent, tout simplement, tout le monde y perd. Il y a parfois même des cas, ça on l'a souvent, mais alors là on parle des procédures collectives, mais il y a beaucoup, le gros du gros, en ce moment en immobilier, se déroule en conciliation. Parce qu'on voit bien que en procédure collective, il y a un aspect public qui peut affecter malgré tout la valeur et le processus de cession de l'actif immobilier. Mais ça, je mets ça de côté. Si je vais dans les cas un peu de promotion où là, il y a du travail à faire, je prends le cas du créancier bancaire hypothécaire. Lui, il a intérêt à ce qu'il y ait un investisseur quand même externe qui vient pour remettre de l'argent et aller au bout du projet, parce que ça va accroître la valeur et lui permettre parfois d'être remboursé en totalité de sa créance hypothécaire, alors que si on était sur un scénario de cession distress, en l'état, la créance qui est même de premier rang, quand je parle de créance hypothécaire, la créance de premier rang n'est pas remboursée. Donc voilà, je mets de côté le cas où l'actif immobilier, c'était une pure opération de marchand de biens. Là, l'intérêt de l'investisseur, c'est de faire valoir une prime de vente, de fire sale process, comme disent les experts. Et dans les cas où, au contraire, il y a du travail à faire, là, l'investisseur qui arrive, il est là pour dire « Ok, l'actionnaire ne remet pas d'argent. Toi, créance hypothécaire,
tu restes en premier rang. Moi, je viens remettre de l'argent, sinon vous êtes tous plantés. Donc, je viens leverager cet apport en discutant des accords qui sont intéressants avec les créanciers en place et l'actionnaire. Lui, il a un levier parce qu'il est prêt à remettre de l'argent dans un contexte de situation spéciale. C'est ça et c'est plutôt ce qui se déroule en conciliation. D'accord. Donc là, on distingue vraiment 2 cas, si je comprends bien, hein. Le premier cas, quand tu disais, sur la cession des sociétés qui ont des actifs immobiliers, qui sont en distress et qui ont principalement que cet actif-là, qui n'ont pas d'exploitation et qui, il y a des appels d'offres pour reprendre cet actif. Bien sûr. Avec une décote par rapport au fait qu'il y a des délais. Alors, une décote, je ne veux pas prêcher contre ma paroisse. Notre but à nous, et que ce soit l'administrateur ou le liquidateur, c'est d'avoir un processus large, même si on est tenu par un délai rapide. Le but, c'est de rembourser le maximum du passif. Et je vais même dire, je ne veux pas vous décourager, mais pour donner la réalité de la situation, c'est que j'ai eu un bon exemple une fois. Alors, c'était un plateau parisien où j'ai fait un appel d'offres et j'ai constaté que l'étiquette administrateur judiciaire, appel d'offres immobilier, plateau dans le 8e, avait quasiment tendance à faire qu'il y avait encore plus de monde qui regardait la data room. Du coup, il y avait un processus en 2 enchères, c'était dans le cadre d'une administration provisoire, et j'ai quasiment eu un effet très positif sur le prix. J'ai pu le constater puisque le plateau du dessous était vendu par 2 brokers de la place en co-exclusivité, et on était quasiment sur le même calendrier pour des questions liées au dossier, et on a mieux vendu donc je veux pas dire tout ça pour vous dire que c'est pas. Il y a eu c'est notre job d'assurer une publicité. Et alors, ça dépend de chaque cas. En l'occurrence, c'est plus facile à vendre un plateau à Paris 8e qu'une friche industrielle qu'on peut parfois vendre. Mais en l'occurrence, voilà, c'est pas parce que non plus pas se vendre du rêve. Nous, on a une forme de publicité, c'est normal. Et donc, il y a du monde qui regarde. Et il y a une forme. Nous, on est là pour stimuler la concurrence et avoir une transparence du process. Donc, il y a des actifs où ça s'y prête. Il y a des affaires intéressantes à partir du moment où c'est justifié parce que par le prix du risque, c'est justifié parce que oui, l'actif, il est compliqué, il y a du travail à faire, donc il n'y a pas eu 50 000 offres, mais vous savez, vous êtes un bon professionnel, vous connaissez bien le marché, donc vous faites une offre. Nous, en fait, la particularité quand on est en procédure collective, c'est qu'on peut vendre à l'issue de la concurrence, même si on ne rembourse pas toute la dette. En in bonis ou en amiable, vous avez une contrainte, c'est que vous êtes obligé d'avoir l'accord du créancier pour être remboursé. Donc lui, nous, la particularité maintenant, c'est qu'on vend même si on ne rembourse pas toute la dette, mais avec de la concurrence et au meilleur prix. Et donc, si c'est un marché sur lequel vous le connaissez bien, vous faites valoir finalement le travail que vous faites, il y a de fortes chances que vous soyez le mieux disant et qu'au final, ce soit une bonne affaire parce que il y a la rapidité et le process qui fait que vous rachetez un actif sans avoir payé toute la dette. Ça se passe qu'en procédure collective. D'accord. Et sur les chiffres, je ne sais pas si tu as d'ailleurs les chiffres, mais les décotes, entre guillemets, du coup, sur ce procédé-là, et tu dis, il n'est pas énorme, on est sur une ordre de 5-10% sur ce que tu... Non, franchement, j'avoue que je suis désolé là-dessus. Je sais que les experts, souvent, dans beaucoup de dossiers en conciliation, on a recours à des expertises pour savoir où se situerait la valeur en liquidation. Je vois beaucoup d'experts de place qui se contentent de mettre, comme je le disais, une case en plus, fire sale process, et faire une décote de 30%. Franchement, j'ai du mal. J'ai pas mon historique de ce que je vois. Ça dépend tellement de la situation et du type d'actif et du contexte que j'ai pas en tête de décote. Non. Est-ce qu'il y a de la symétrie aussi, parce que je fais le comparatif avec les enchères notamment, tu vois, où en fait il y a des disparités. Tu vois, les enchères des notaires de Paris, il n'y a jamais de boîte d'affaires parce que tout est publicité, tout est public et il y a un énorme engouement aussi pour, tu vois, tous ces appartements à Paris, tout c'est assez rare. Dans ce domaine, il vaut mieux plutôt investir en gré avant ça. Et il y a aussi régionalement, voilà, des endroits où justement dans les petits tribunaux de commerce où c'est plus avantageux pour les investisseurs d'aller. Est-ce qu'il y a ce phénomène aussi Non, on est franchement tous tenus malgré tout à une publicité, j'ai envie de dire quasiment nationale. Donc désolé là-dessus si c'est un peu déceptif. Il n'y a pas le mythe du tribunal, en tout cas à ma connaissance, du tribunal de commerce qui publie uniquement dans le journal régional. Non. En revanche, je pense qu'il y a effectivement moins ça c'est une réalité pour laquelle évidemment on doit un peu se battre. Il y a c'est moins connu quand même je trouve les acquisitions en liquidation ou en procédure collective clairement moins diffusées. Donc et le contexte juridique est un petit peu plus particulier, donc il y a moins finalement de candidats
par rapport au marché qui est maintenant standardisé des acquisitions aux enchères via les notaires, où il y a quasiment autant de monde que dans une acquisition classique, voire plus, comme tu le disais. Donc, il y a aujourd'hui, même si c'est public, franchement, il y a moins de personnes qui regardent tous les vendredis les échos pour voir s'il y a de l'immobilier à reprendre en liquidation, pour faire simple, que les personnes qui sont sur l'application dont j'ai oublié le nom, on va pas faire de pub, qui regardent les biens aux enchères, quoi. Ça, c'est sûr. Ouais. Et sur l'autre partie dont que tu mentionnais sur reprendre une activité donc de promotion ou de restauration, de restauration, d'achat-revente immobilier, là tu vois des choses, il y a des tendances où il y a plus de difficultés, plus d'opportunités, enfin en tout cas de volume. Je pense. Là-dessus. Alors, de volume, en tout cas dans le contexte actuel, c'est là, je pense, où il y a des, entre guillemets, plus de valeur à créer, pour pas dire de bonnes affaires à faire. Pourquoi ? Parce qu'il y a des biens ou des marchés qui, aujourd'hui, sont, et vous le savez, voilà, tous les professionnels mieux que moi, j'ai envie de dire, où le marché, il est quasiment gelé, premièrement. D'autres marchés où, comme tu le disais, il faut travailler l'actif, sinon, si on le vend en l'état, tout le monde y perd. Donc, dans tous ces contextes-là, il est préférable, pour trouver une solution qui, comme toujours, est la moins pire pour tout le monde, d'avoir de la new money, tout simplement, un tiers qui vient mettre de l'argent. Pourquoi ? Parce que si on met, je prends l'exemple typique du moment de l'immeuble de bureau qui devrait, pour retrouver de la valeur, avoir une stratégie de reconversion en habitation à X temps. Il y en a qui, là, pour le coup, si on le met sur le marché, c'est dramatique en termes de recouvrement de créances pour l'obligataire, mais y compris pour la banque. Donc, si on a un investisseur qui vient, qui dit « moi, je remets de l'argent pour rembourser X% des créances et je m'inscris dans une stratégie plus long terme », là, typiquement, c'est plus complexe à mettre en œuvre. Mais si le projet va au bout, c'est là où il y a le plus de valeur à créer dans une acquisition distress. La réalité, c'est que là, c'est moins formalisé. Là, pour le coup, tous ces cas-là, ils se passent plutôt, en tout cas de ce que je vois, dans des procédures amiables, conciliation, où il y a eu, comme vous le savez, depuis 2022, avec la crise des taux, un taux de défaut important sur beaucoup de classes d'actifs, et donc il y a beaucoup d'investisseurs, de marchands de biens, professionnels de l'immobilier, qui ont dû recourir à des procédures de prévention. Tout simplement, ça va du marchand de biens qui a été contraint parce que la banque a accéléré le prêt, et donc qui se retrouve, comme je le disais, mécaniquement en état de cessation des paiements. À partir du moment où il doit X millions d'euros à la banque et qu'il a en général 0 sur le compte bancaire, il est en état de cessation des paiements. Donc là, la conciliation, on dit, écoute, ok, t'as activé sur le bouton, on discute, on se retrouve en conciliation. Et ça va du cas, je reprends mon exemple de bureau, où pendant tout un temps, il y avait des clauses qui n'étaient pas discutées sur les covenants, en disant si on est à X% du montant de la dette, il y a un défaut. Bah, quand l'actif, surtout l'immobilier en petite couronne, a perdu 40% de sa valeur, mécaniquement, on est aussi en état de cessation des paiements. Bon, bref. Mais du coup, tout ça pour se dire que dans ces cas-là, effectivement, la recherche de financement externe est une solution acceptée par les créanciers qui disent « moi, je préfère franchement vendre ma créance, faire un abandon pour X% plutôt que partir sur un processus de cession où dans 2 ans, on y est encore, ou encore pire, une liquidation où clairement, je vois plus rien ». Il y a des créanciers qui sont prêts à accepter des efforts, et si un investisseur vient là-dessus, il y a peut-être de la valeur à créer. Maintenant, le process, il est moins normé. Quand on est en conciliation, il n'y a aucune obligation de faire une publication dans les échos. Donc là, on passe plus par des banques d'affaires spécialisées sur ce sujet, qui viennent là pour trouver des acteurs qui font une proposition de refinancement, mais c'est moins normé. C'est moins public, pour le coup. Un peu plus confidentiel. Ouais, donc là, il faut connaître les bons réseaux. Je pense que malheureusement, c'est peut-être que... Parce que finalement, quand je dis malheureusement, je dis c'est un peu dommage, parce que ça reste de l'immobilier, dans le sens on pourrait même imaginer... Moi, ce que je fais beaucoup d'ailleurs maintenant, c'est qu'en conciliation, on pourrait très bien faire un appel d'offres en recherchant des investisseurs, justement en publiant un peu plus ça, parce que, bon, quand je dis ça reste de l'immobilier, il y a le fait que les difficultés soient publiques. Après, on n'est pas du tout obligé de donner le nom quand je parle des échos, mais ça impacte pas le business. Quand on fait très attention, c'est quand
vous avez une activité, je sais pas, un sous-traitant automobile, on va pas du tout faire un appel d'offres comme ça à la hussarde parce que il y a le crédit fournisseur qui peut être impacté. Et là, c'est tout le BP qui est mort. L'immobilier, bon, on peut s'en sortir. Enfin, c'est pas le sujet. Donc, je pense qu'il y a un intérêt pour le coup dans les procédures de conciliation actuelles. Et franchement, j'essaie de travailler le sujet pour qu'on officialise un peu plus ces processus de recherche de refinancement / cession quand on est en conciliation. Ouais, parce que pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, ça a du bon justement de publier, de rendre public et ce genre de choses pour l'immobilier, quoi. Et ça, du bon, et ça donne, nous, en fait, quand on fait ces appels d'offres, que ce soit pour le tribunal ou pour les créanciers, on vient assurer une transparence du process. Donc, quand on le fait en conciliation, les créanciers et l'actionnaire aussi, même si lui, il a une position différente, ils sont très contents parce qu'on vient s'assurer que c'est pas un scénario qui est détesté par les banques à juste titre, où ce serait l'opérateur qui a trouvé un investisseur / repreneur de l'actif qui est au final en bisbille avec lui. Nous, au contraire, on vient s'assurer qu'on a fait le tour de la place, que si la data room elle est pas complète, bah, il y a tel candidat externe qui nous a dit attention, mais la data room il manque ça, ça, ça. Nous, on met la pression entre guillemets pour obtenir les éléments, et si c'est pas le cas, on vient se plaindre du fait. Donc, on vient assurer une transparence du process qui vient donner à la fin le fait que le prix qu'on obtient il est légitime et que c'est le meilleur prix qu'on peut obtenir aujourd'hui. Et d'un point de vue concret, le repreneur de ces activités-là, est-ce qu'il a un rôle d'exploitation? Il reprend tout, en fait. Parce que si le marchand de biens ou le promoteur, bah, voilà, il est chef d'orchestre, donc il faut qu'il aille demander des autorisations d'urbanisme, contrater des employés, enfin des artisans, il a des employés. C'est une société, on est d'accord? Il reprend pas juste, c'est pas un truc Quand on est passif, sur quoi. une activité de promotion, oui. Ouais. Quand on est sur une activité de marchand, souvent, tout ça est déjà fait, entre guillemets. On est sur une reprise d'actifs. Un stock, Après, j'ai envie de dire, pareil, ça dépend de chaque cas. Si on considère que le porteur initial du projet, déjà, il y a des cas où si toute la dette externe est remboursée, bah, il y a l'actionnaire initial, il a son mot à dire, parce que lui, il a mis des fonds, soit en compte courant, soit en capital à ses titres, et il n'y a pas de deal en amiable sans lui. Donc, soit il a trouvé le bon deal sur le plan financier qui lui va bien, soit au contraire, on l'associe, on va dire, avec le repreneur, parce qu'il a un intérêt sur le projet. Donc, ça dépend de chaque cas. Mais le dirigeant et l'actionnaire, au contraire, a son rôle à jouer, surtout en amiable, parce qu'il faut son accord. Donc, mais j'ai des cas où, voilà, parce qu'il voulait sortir du projet, il n'y a pas tellement d'intérêt dans le projet à ce que le dirigeant ou l'opérateur historique reste en place. Bah là, ils ont un deal sur la reprise des titres ou des comptes courants. Alors évidemment, il y a une forme dans toutes les sociétés de waterfall, c'est qu'on paye les créanciers externes avant, plus particulièrement les créanciers sécurisés qui disposent de garanties, et les créances en compte courant / cession des titres, ça vient après. Mais une fois qu'on a trouvé, soit ils ont un deal financier, soit au contraire, il y a, comme tu le dis, il y a une expertise sur la poursuite des permis de construire. Et là, il y a un intérêt à ce qu'on garde l'opérateur en place. Il y a tout à fait des cas où on trouve une forme de joint venture avec l'investisseur nouveau qui vient remettre de l'argent, l'investisseur historique qui garde une participation au capital et une forme d'incentive, tandis qu'on a remboursé les créances à la suite d'un accord, quoi. Sur les autres secteurs peut-être économiques que l'immobilier, qu'est-ce que tu vois en termes de comment le dire simplement? Pas des coûts, mais des choses peut-être plus pertinentes que d'autres ou des choses, dans la reprise de secteur, selon le secteur, la taille de la boîte, la compétence, la compatibilité de la compétence aussi entre le repreneur et les sociétés, ouais, que Ouais. tu vois peut-être en ce moment qui Je comprends. Alors, j'essaie de donner mon avis parce que j'ai pas tout vu, hein, évidemment. Hein. Après, franchement, il faut revenir sur un principe, c'est que déjà, on vend pas à des champions dans le sens où on n'est que sur des entreprises et des secteurs qui sont compliqués, sauf le cas un peu particulier où il y a une crise au sein d'une société sur un marché porteur, ça arrive. Franchement, j'ai un cas typique en tête qui se passe en conciliation, bref. Mais sinon, on est dans des secteurs compliqués. Et deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas en France énormément de fonds de retournement qui gagnent beaucoup d'argent en faisant uniquement des reprises en distress. Et ça répond à une réalité, c'est que c'est vraiment compliqué dans le sens où on vend dans des délais rapides. Donc, par définition, l'audit, il n'est pas aussi complet que quand on est sur une reprise, une bonus de 12 mois.
et le risque il est pas nul, loin s'en faut, de retrouver des cadavres au moment où on reprend la boîte. Donc il y a très peu, il y a une dizaine max de fonds de retournement parce que eux, pour avoir parlé avec eux, ils font 9 sur 10 reprises en difficulté, il y en a 9 qui se passent mal. J'exagère, hein, je grossis le trait, mais il y en a une où c'était vraiment le super deal qui vient couvrir le reste. Donc c'est un métier qui est compliqué. Franchement, se focus là-dessus, c'est compliqué. C'est une expertise. Il y en a, ces fonds de retournement qui sont actifs sur le marché, bah, ils vivent bien, mais il y en a très peu. Et là, tu parles tout type de taille de boîte aussi, hein, PME. Alors franchement, sur les PM, là je parle de taille un peu plus importante, plutôt de entreprise plutôt de supérieure à 200, 300 salariés. En dessous, il n'y a pas de professionnels, à ma connaissance, hein, qui sont focus sur la reprise de ce type d'entreprise. C'est plutôt en fonction des concurrents, des secteurs, mais des investisseurs financiers qui se focus sur des reprises de petite taille et de PME, je suis pas sûr qu'il y en ait. Et donc des secteurs très bénéfiques et reprendre en difficulté, bah, je pense à la limite, si je devais donner un exemple, il y a une forme de crise aujourd'hui sur le financement des startups. Pour beaucoup qui répondent à une logique parce que il y avait une levée de fonds pendant X temps et tu connais mieux le sujet que moi et que finalement le business plan n'a clairement pas permis d'atteindre le niveau de rentabilité espéré. Les fonds ne veulent plus y croire et on se retrouve dans des sessions en difficulté. Ben, clairement, pour le coup, je prenais mon exemple de la startup. La startup, elle crame des sous. Donc quand je parlais de conciliation, il y a au final peu de conciliation de start-up, sauf, j'exagère, les cas de conciliation de start-up, c'est quand l'actionnaire y croit encore, donc il remet de l'argent, mais il a besoin d'un effort aussi des banques pour diminuer le besoin à remettre. Donc ça, c'est la start-up en conciliation. La start-up qui est en difficulté, qui est lâchée par son actionnaire, il n'y a pas 50 000 sujets, comme elle crame du cash, on se retrouve en plan de cession rapide. Comme j'expliquais, là pour le coup, on n'a même pas le temps de travailler, je schématise, sur un plan de redressement. Par définition, on crame du cash. Et donc, on s'oriente sur des sessions rapides. Donc j'ai envie de dire, à mon sens, en ce moment, c'est plutôt ça qu'il faudrait regarder, c'est qu'il y a pas mal de startups qui ont levé des montants significatifs, donc il y a quand même de la valeur qui a été créée, et qui se retrouvent en session rapide, parce que les actionnaires actuels ont déjà mis trop... Et c'est pas suffisant pour eux pour reprendre du risque, mais ça n'empêche qu'il y a de la valeur à créer, et donc je pense qu'il y en a déjà eu pas mal, hein, il suffit de regarder maintenant, comme vous le savez, enfin tu le sais ou pas, la particularité c'est que les offres de reprise, elles sont publiées notamment au greffe de Paris, donc c'est pour ça que tu vois dans les Échos notamment beaucoup de startups en redressement judiciaire, c'est que c'est maintenant public, donc il y a un vrai accès à beaucoup d'infos. Et il y en a eu de plus en plus sur l'année, je pense malheureusement que ça va se poursuivre, donc c'est plutôt ça que je regarderais, c'est les participations des fonds de capital risque qui se retrouvent en difficulté, pour lequel le tour était compliqué, ils n'arrivent pas à relever de l'argent et qui se retrouvent en session rapide. Mais c'est pas un secteur en tant que tel, franchement. Je veux pas être pessimiste, mais aujourd'hui, moi, je vois que des secteurs un peu compliqués. Les PGE ont été un vrai sujet. Ça nous a énormément aidé. Tout secteur confondu. C'est un sujet, évidemment, qui a permis, on va pas le critiquer, de sauver la plupart des entreprises, mais qu'il faut gérer maintenant parce que beaucoup d'entreprises ont sous-investi, entre guillemets, cas typique en tête, ont rogné sur leurs investissements, leur CAPEX, parce qu'elles voulaient rembourser leur PGE. Et donc, on se retrouve dans des cas où, pour peu que le marché et la top line, comme le contexte actuel, diminue, avec une forme d'effet ciseau, où voilà, le PGE a été un peu le ver dans le fruit. Alors, c'est pas la cause de tout, mais ça, c'est un vrai sujet de soutenabilité de la dette et de pérennité des business, alors qu'il y avait de la dette supplémentaire qui a été remboursée, à rembourser dans un contexte pas simple. Et bon, voilà. Donc, c'est un des sujets, c'est pas le seul, hein, mais qui, au-delà de la conjoncture économique qui est compliquée, comme on le sait, qui a notamment, qui explique une partie de la hausse des défaillances. C'est quoi les trucs qui, peut-être que les gens ignorent, ou les erreurs qu'ils font dans la reprise d'entreprise, ou les mauvaises, comment dire, des fausses croyances peut-être, ou qu'est-ce qui fait que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas du coup dans les reprises? Ok, ce qui fait que je trouve que ça fonctionne pas, c'est souvent... Alors, déjà,
nous, quand on fait des appels d'offres et qu'il y a une reprise d'entreprise, quand ça se passe bien, souvent on ne nous appelle pas. Malheureusement, c'est peut-être l'inconvénient, c'est qu'on nous appelle que quand ça va mal. Et pas plus tard qu'il y a un mois, j'ai croisé un repreneur d'une entreprise en difficulté, un appel d'offres dans le e-commerce il y a maintenant plusieurs mois. Et franchement, il était ravi du deal. Et honnêtement, je suis ravi, ça se passe bien. On est de nouveau rentable, on est au-delà de notre BP. Et franchement, ça fait du bien. Parce que c'est pas toujours, je dis, mais franchement, appelez-nous de temps en temps, parce que là, c'était quasiment par hasard. Bref. Sinon, quand ça se passe mal, je trouve, c'est quand... il peut y avoir des tests qui étaient pas bonnes sur la reprise, sur le niveau de reprise de chiffre d'affaires. Mais ce qui revient quand même souvent, c'est quand ça n'a pas pris avec les équipes. En fait, j'ai envie de dire, ce qui reste, on reprend souvent dans les entreprises en difficulté, la valeur qui est vraiment transférée, c'est les salariés. Alors, le périmètre, on n'est pas obligé de reprendre tous les salariés. Donc, c'est à nouveau une particularité de la reprise d'une entreprise en difficulté, c'est que c'est le seul cas en droit français où on peut reprendre une entreprise sans reprendre tous les salariés. Donc, il y a souvent un peu des licenciements pour motif économique, donc ça vient évidemment perturber la reprise. Mais les cas où ça s'est vraiment mal passé, au-delà du cas où le marché a continué à se dégrader alors qu'on pensait à autre chose, c'est le cas où il n'y a pas eu de synergie avec les équipes, le cas où finalement le dirigeant qui a un rôle essentiel finalement, il n'a pas coopéré, il n'y a pas eu de deal avec le dirigeant et que ça se fait contre le dirigeant. Souvent que les salariés, du coup, ils avaient confiance en leur dirigeant, donc ils ne sont pas ravis d'avoir un repreneur. Ça, c'est franchement la mauvaise reprise. Après, il peut y avoir des bonnes surprises, mais c'est le cas que je vois souvent où du coup, ça n'a pas pris. Et quand les équipes ne sont pas motivées, qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment? C'est que elles partent. Et franchement, on y perd plus qu'autre chose. Donc, c'est plutôt ça qui me revient en tête. Ouais, c'est le côté humain. Humain, exactement. Et une fois que la confiance n'est plus là, on peut plus... Alors, exactement. Alors, par définition, quand on reprend une entreprise en difficulté, on n'a pas eu le temps, comme je le disais, de faire un audit de plusieurs mois. Donc, la coopération des équipes et du dirigeant, et souvent, moi, je ne peux pas dire que je privilégie, mais c'est un vrai intérêt d'avoir... Alors, le dirigeant, quand on est en redressement judiciaire, il ne peut pas être associé à la structure de reprise, en principe. Mais avoir un accord avec lui pour qu'il participe au processus, c'est évidemment possible. Et plus que possible, c'est favorable. Donc, on a besoin du soutien de tout le monde pour éviter les écueils liés à l'audit ultra rapide. Comment ça s'organise concrètement, cet accord à l'amiable avec le dirigeant, si officiellement il ne peut pas être associé? C'est quoi, c'est une sorte de contrat ad hoc Oui, effectivement, la loi elle est claire, il ne peut pas être associé de la structure pendant les 5 ans qui suivent la reprise. Après, il peut très bien avoir des BSA exerçables au bout des 5 ans. Après 5 ans, c'est évidemment possible. Mais sinon, ce qu'on voit souvent, c'est un accord tout simplement de salariés, entre guillemets, ou alors de prestataires externes. C'est évidemment un petit step psychologique à faire pour le dirigeant, qui souvent c'est son bébé, qui se retrouve du coup co-contractant, voire salarié. Donc évidemment, il faut avoir des conditions pour qu'il soit incentivé, et c'est totalement possible. Mais ça prend la forme d'un accord. Le plus important, c'est que ce soit disclosé auprès du tribunal qui lui homologue les offres pour lui dire, voilà, il y a un accord avec le dirigeant, pense que c'est favorable et ça va dans le sens d'une reprise pérenne. Voilà ce que prévoient ces conditions-là, de telle sorte que le tribunal puisse apprécier et confirmer qu'on est bien dans l'épure de ce que prévoit le texte et qu'il n'y a pas de reprise du capital. Super intéressant. Je voulais toucher rapidement sur la partie fiducie. Ouais. Alors, peut-être tu me diras s'il y a d'autres angles intéressants, mais je pensais notamment à cet essor qu'il y a eu sur le crowdfunding, avec les garanties plus ou moins importantes des projets sur lesquels tous les investisseurs se sont engouffrés. Enfin, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a un peu une tendance où l'investisseur pensait qu'il pouvait avoir du 10% de rendement facilement, sans trop regarder les garanties. Ça se passait bien, il y a eu beaucoup de collectes. Là, on en revient à vraiment beaucoup de retard dans les projets, dans ce qui était anticipé. On disait toujours la fiducie, mère de toutes les sûretés, est complètement blindée. Waterproof. Voilà, waterproof. Qu'en a-t-il sur le terrain, tu vois, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Il y a beaucoup de sujets là dans ta question et c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, donc avec plaisir pour y répondre. Déjà sur le crowdfunding, moi j'ai vu 2 périodes, pour faire simple. J'ai vu une première période où il y avait des garanties, parce que le crowdfunding, je le vois de 2 manières. Effectivement quand il y a des fiducies, mais je le vois aussi maintenant dans les conciliations que j'évoquais, c'est évidemment des acteurs qu'on retrouve souvent, pas que, mais évidemment.
Et j'ai l'impression d'avoir vu deux périodes, pour le coup, mais bon, où une première période du crowdfunding où les fonds levés avaient tendance à remplacer / substituer les fonds propres qui étaient apportés par l'actionnaire, ce qui est d'autant plus risqué en termes de garantie, au-delà du fait que normalement, ça doit être disclosé auprès de la banque. Quand c'est le fait, en termes de structuration, c'est très dangereux puisque ça veut dire que les investisseurs ont financé la holding de la société projet. Et donc, la holding de la société projet, quand le projet va mal, et que la société qui détient le projet se retrouve un peu en difficulté, bah, le créancier, enfin l'investisseur, il est créancier uniquement de la holding. Donc, c'est très lointain par rapport à l'actif. La bonne garantie, c'est d'être au plus proche de l'actif déjà. Donc, il suffit, je prends l'exemple, que la holding allait donner sa GAPD à la terre entière et à d'autres plateformes. Franchement, autant dire que le débiteur de l'investisseur, ça vaut plus rien parce que il y a des engagements financiers hors bilan liés au GAPD qui ont été consentis, qui sont largement supérieurs aux fonds propres qui peuvent être remontés si le projet en bas est débouclé. Donc ça, c'est la première... Parce que la GAPD, juste pour clarifier... Pardon, c'est la garantie autonome à première demande qui est donnée dans la plupart des opérations immobilières par la holding. Souvent, il y a une société qui souscrit le prêt, la plateforme... là, je parle de la première vie du crowdfunding que j'ai pu voir, c'était au début. Donc, la société souscrit un prêt bancaire, doit apporter des fonds propres, l'actionnaire, et c'est au niveau de la holding qui apporte les fonds propres que se fait le prêt obligataire. Les investisseurs donc apportent les sommes à la holding qui, elle, la redescend au profit de la société projet. Par définition, les investisseurs sont créanciers de la holding. Donc, ils ne peuvent pas prendre de garantie réelle au niveau de la société projet en ayant une hypothèque de second rang, ça ne marcherait pas. Donc, souvent, ils prennent des nantissements sur les titres de la société, mais c'est un peu l'edge si jamais le projet en dessous va mal. Ça, c'était... Et ensuite, j'ai vu qu'effectivement, deuxième période, est-ce que les banques se retiraient de plus en plus, finalement, enfin, elles ont été de plus en plus réticentes, alors, je parle peut-être après 2021, à financer des projets. Donc, souvent, le crowdfunding a financé la totalité du projet. Et là, pour le coup, j'ai envie de dire, les investisseurs sont créanciers directement de la société de projet, je ne sais pas si c'est le bon terme, la société d'exploitation, et donc ont pu prendre des garanties réelles plus fortes. Parmi les garanties réelles, il n'y en a pas 50. Il y a effectivement la créance hypothécaire, qui a le mérite d'être placée, on va dire, en premier rang sur l'actif. C'est-à-dire que la société projet, imaginons qu'elle ne rembourse pas ses fournisseurs, il y a d'autres créanciers. Ces créanciers-là n'ont pas de garantie, donc on les appelle vulgairement créanciers chirographaires. Mais en ayant une hypothèque, on passe avant tout le monde. Mais une hypothèque, c'est long, effectivement, à réaliser. Et donc, pour accélérer le processus de réalisation, quand il y a un défaut, la fiducie est venue en recours à ça en ayant une fiducie notamment sur les titres, qui consiste concrètement à avoir un transfert de propriété des titres de la société dans un patrimoine distinct qui est géré par le fiduciaire. Le job du fiduciaire, c'est qu'à partir du moment où il y a un cas de défaut, de engager un processus de réalisation des titres et de l'actif sous-jacent conformément au contrat de fiducie. Donc, ce qui veut dire qu'il reprend les clés, pour faire simple, de la société projet avec un changement de représentant légal et qu'il engage un processus. Alors attention, le but, et c'est comme ça qu'il faut le vendre, la fiducie, c'est d'avoir un outil qui est équilibré pour l'emprunteur avec un processus qui est normé et qu'on ne vende pas justement à la casse. Et pourquoi d'ailleurs, la loi le prévoit. Première étape, c'est de faire une expertise et de vendre dans un certain délai. C'est là le contrat où il doit être bien négocié pour qu'il soit équilibré et que ce ne soit pas justement une cession à la casse. Et là, pour le coup, ça peut poser des vrais sujets en termes d'abus de fiducie. Si on dit, bon, bah, on ne fait pas d'expertise ou on l'en fait qu'au niveau des titres, mais l'actif sous-jacent, on s'en fiche. On ne fait pas d'expertise, on vend à la casse. Là, ça peut être encore plus destructeur de valeur qu'une cession en liquidation. Et là, on a un problème. En revanche, si on a un contrat qui est bien négocié, l'intérêt de la fiducie, c'est de vendre l'actif dans un cadre in bonis avec du temps. Mais avec la différence que c'est engagé sous la houlette maintenant du prêteur bénéficiaire de la fiducie, qui en termes de waterfall, c'est lui qui a les clés parce que c'est lui qui est plus en risque. Donc ça répond à une logique économique.
Mais donc, le principe, c'est qu'on transfère les titres dans une fiducie, et s'il y a un cas de défaut, le fiduciaire, sur instruction du bénéficiaire, reprend à sa main le processus de cession. C'est ça la logique. Donc concrètement, c'est le créancier qui a eu cette garantie de fiducie sur le projet, qui finalement est assuré d'avoir l'exclusivité dans les instructions qu'il va donner auprès du mandataire réel en fait qui a repris les clés du fiduciaire. Donc c'est ça l'avantage. Mais quand tu parles de titre, parce que moi ça m'a fait tout de suite penser que c'était une garantie moindre d'avoir les titres d'une société que d'avoir les actifs immobiliers, vraiment l'hypothécaire. On est d'accord que dans ce cas-là, c'est la même chose, il reprend vraiment le contrôle, et c'est pour ça que c'est très sûr. Alors tu mets le point sur exactement, c'est le point. Les titres, effectivement, si on n'a qu'une garantie sur les titres, c'est fort, c'est bien, mais si la société a d'autres dettes en dessous, par définition, la garantie, elle se fait au niveau des titres. Donc, il faut payer les dettes qui sont en dessous parce qu'il faut respecter l'intérêt social de la société. Donc, c'est pour ça que souvent, pour se prémunir de ça, les créanciers, lorsqu'ils ont financé, pas que les fonds propres, mais la totalité de l'opération, prennent une hypothèque et une fiducie sur titre. C'est un schéma qui me paraît, du point de vue juridique, très sécurisant. Après, évidemment, je me disais, la reine des sûretés et la vraie vie, comme dans tout, il y a le droit et la vraie vie. Quand on a un plateau à la Défense, qu'on a beau avoir une fiducie hypothèque sur titre, je peux vous assurer que on a beau avoir la reine des sûretés, si le marché il est pas là, c'est compliqué. Donc ça c'est le premier cas qui fait que quand on a pris ou alors des hypothèses de valorisation qui étaient déconnectées, on vend le sujet. C'est évidemment indépendamment de la structure juridique, un sujet. Et ça, la fiducie peut pas venir en recours. C'est juste en fait, ça protège l'intégrité de l'actif qui va être du coup... qui va être sorti... En fait, la particularité, c'est que en mettant les titres dans une fiducie, on sort les titres du patrimoine de l'emprunteur. Donc, il y a un transfert de patrimoine. La conséquence, c'est quoi? C'est que si l'emprunteur va en procédure collective, la procédure collective ne peut pas appréhender ce patrimoine. Donc, c'est ça la force. Maintenant, voilà, il y a l'actif et il y a la mise en œuvre qui prend du temps. Le marché, comme tu dis, tu as beau avoir un actif qui est entièrement à ta propriété propre. En fait, si le marché décide que sa valeur elle est 50% moindre, il n'y a pas grand-chose que tu peux faire. Quoi. Après, il y a un point aussi qu'il faut clarifier, c'est que souvent derrière les plateformes, il y a des investisseurs qui ne sont pas professionnels. C'est normal, c'est de l'épargne privée. Et pardon, mais peut-être que la fiducie a été un peu survendue en disant ah ben pas de problème, on a la fiducie, en 2 semaines, vous avez l'argent. Non, même au contraire, comme je le disais, le contrat de fiducie, pour être accepté, parce que c'est quand même un transfert de propriété, il doit être équilibré. Et pour être équilibré, il y a un petit délai malgré tout de vente. On ne vend pas un actif immobilier, sauf si on est sur un appartement, mais c'est pas que les projets, c'est pas le cas. Ça se vend pas en un jour. Et donc, si on veut respecter les intérêts de chacun et l'intérêt social de la structure qui détient l'actif, il faut qu'il y ait un minimum de délai de vente avec un processus, une expertise. Donc, même si le marché va bien, même si on est sur un actif, j'ai envie de dire, comme j'ai le cas, résidentiel, plutôt liquide malgré le contexte, il y a, je pense, un délai minimum de 6 mois. Donc, pour revenir sur le truc, si il y a déjà eu un défaut de paiement, il a mis du temps avant de réaliser la fiducie pour des raisons qui peuvent être légitimes, parce qu'il y avait, comme on le voit souvent, t'inquiète pas, je vais retrouver un refinancement. Donc, il y a du temps qui est donné et que à la fin, finalement, on active. Entre le moment où le défaut, où l'investisseur pensait retrouver son nominal et le moment où il le retrouve dans la vraie vie, il y a un délai qui est important, qui n'est pas lié à la fiducie en tant que telle, parce que s'il n'y avait pas cet outil, je pense que ce serait beaucoup plus long et voire même mêlé dans une classe de créanciers beaucoup plus large en cas de procédure collective, mais je comprends que ça cause un peu une mauvaise pub sur la fiducie parce que peut-être que ça a été trop vendu. Ouais. Et les créanciers, dans ce cas-là, ils ont possibilité, ils ont possibilité ou pas, tu parles d'expertise et autres, il faut que ça soit équilibré, mais est-ce que ça veut dire que, contrairement à un bien dont tu disposes et qu'à un moment donné, tu veux juste le brader pour que ça aille vite parce que tu préfères 30% de quelque chose que 60% de on sait jamais quand ça va venir, est-ce que tu peux faire ce genre d'arbitrage où l'arbitraire, il a un rôle ou pas du tout? Non, alors effectivement, ce qui est très important, c'est que le contrat soit bien rédigé parce que la fiducie, c'est un outil qui est important. Hein,
et qui est fort en termes de protection. Mais la particularité, c'est que c'est très peu légalisé. L'essentiel figure dans le contrat. Donc la loi, elle dit pas beaucoup de choses. Elle dit juste que la fiducie, c'est une sûreté. Enfin, la fiducie, sûreté. Comme toutes les sûretés, ça doit pas permettre au prêteur de s'enrichir au-delà de ce que prévoit sa documentation. C'est normal. C'est une sûreté, c'est pas une source d'enrichissement. Et le deuxième, donc c'est pour ça qu'on est obligé de fixer une valeur d'expertise quand même pour fixer un peu le cap. Et deuxième sujet, c'est que en revanche, quand on cède à un tiers, ce qui est le cas de 99%, parce que vous savez que le prêteur, il a deux options quand il y a un défaut et qu'il y a une fiducie. Soit il dit non, mais moi je veux pas le vendre à un tiers, je veux me voir attribuer l'actif, ce qui est possible, comme dans toutes les sûretés d'ailleurs. Si il dit je veux me voir attribuer l'actif, il faut qu'il y ait une expertise. Pourquoi ? Parce que si l'expertise elle fait ressortir une valeur de 100 et que sa dette elle est de 150, dans ce cas-là, c'est bon, ça vient apurer la dette à hauteur de 150. Mais si la valeur elle est de 100 et que sa dette elle est de 50, il doit payer une soulte de 50 pour devenir propriétaire de l'actif. Et ça, on peut pas y déroger. Donc, c'est pour ça qu'il y a une expertise. En revanche, si on cède à un tiers, la loi elle est claire, on a le droit, encore heureux, sinon on serait bloqué, de céder en dessous de la valeur d'expertise. Mais encore faut-il que le contrat prévoit clairement, et c'est pour ça qu'il faut, en tout cas dans les contrats que je vois, avoir un petit délai pour pas que ce soit bradé, parce que si on dit ok, je fais une expertise pour la forme à 100, mais j'ai le droit de vendre le surlendemain à 10, par définition, ça donne trop la possibilité, à mon sens, au prêteur de vendre totalement à la casse, sans respecter les intérêts du constituant et de la société qui détient l'actif, qui a aussi son intérêt social. Et est-ce qu'il y a un risque quand on est dans un pool de prêteurs, justement, et qu'on n'est pas le seul à décider, de se faire quand même embarquer dans une décision de vendre à 10, alors que nous, on veut plutôt attendre et vendre à 50? Est-ce qu'il y a ce genre de choses ? C'est possible, hein, c'est possible. Encore faut-il. Voilà, ce qui est important, c'est que le contrat. Ce qu'on doit éviter, c'est qu'il n'y ait pas de blocage. Oui, c'est possible. S'il y a plusieurs prêteurs, il y a des stratégies. Après, exactement. Mais même si tu reprends l'exemple du crowdfunding, pour prendre toutes ces décisions-là, ils sont obligés à chaque fois de consulter la masse des obligataires. Et j'ai notamment en tête des conciliations où les obligataires n'étaient pas tous d'accord. Il y avait des propositions qui étaient faites quand je parlais de refinancement à X% du montant de la créance. Ils n'étaient pas tous d'accord. Il y en a qui disaient je préfère qu'on réalise la garantie. Et donc même sur la réalisation d'une garantie, il y a un choix qui peut être fait et tout le monde n'est pas d'accord. Donc même au sein d'une même masse obligataire, il y a des désaccords possibles. Entre deux ou plusieurs créanciers, c'est possible, mais en général, quand c'est le cas, le contrat prévoit une règle de majorité pour que ce soit les 2/3 des créanciers du montant des créances d'ailleurs, qui ont le choix final. Et sur les on va dire les fiducies que tu as exécutées ou que tu as vu exécuter, du coup, il y a de la casse, il y a des réductions, des décotes importantes, ou est-ce que finalement, si je t'avais posé la question il y a 3 ans, c'était la même chose en fait? Non. Là, c'est vrai qu'il y a un vrai contexte. Franchement, je vois 3 types de cas. Les cas où il y a une perte très importante même du bénéficiaire de la fiducie, parce que l'actif a vraiment perdu de sa valeur. Et là, dans ces cas-là, le constituant, donc l'actionnaire historique, a tout perdu. Ça, c'est le principe. Je vois des cas où il n'y a clairement pas d'offre. En tout cas, je pensais à tout ce qui est bureau de petite couronne, il n'y a clairement pas de marché. Et je vois des cas, mais ça, c'était, comme je dis, c'était il y a quelques mois maintenant, où je pense à des retail parks, par exemple, qui sont quand même encore liquides, où j'ai envie de dire, le processus a été optimal, dans le sens où on a remboursé le créancier bénéficiaire de la fiducie, on a remboursé quasiment la totalité des fonds propres qui ont été apportés par le constituant. Nous, on est venu reprendre la main sur un processus avec cette casquette de tiers de confiance fixée par le contrat, qui est venu rassurer. J'ai même envie de dire, à partir du moment où le prêteur, grâce à la fiducie, a repris la main, normalement, il est plus enclin même à donner du temps, il a la main. Donc, il pourrait très bien, alors lui, il veut être remboursé, mais je veux dire, il y a des cas où l'actif, il est sain et qui préfère, en accord avec le constituant, se donner du temps pour continuer à gagner un peu de valeur, le travailler et le vendre encore mieux. Donc, oui, en ce moment, de ce que je vois, mais je suis plutôt malheureusement, là, depuis plusieurs mois, dans les 2 dernières options, parce que le marché est compliqué. La question qui se pose, c'est est-ce que, en fait, pendant 1 an et demi, 2 ans que le marché était compliqué,
les prêteurs étaient plutôt enclins à donner du temps, en tout cas de ce que je constate, parce qu'il y avait clairement un sujet de marché. Maintenant, la pression, que ça repart un peu, ils souhaitent de nouveau remettre sur le marché les actifs pour sortir, parce que quand on est prêteur, à un moment, le but, c'est, comme je le disais, c'est d'être remboursé, c'est pas et donc il faut... Mais voilà, on est plutôt là-dedans. Ok. Et d'un point de vue contractuel, pour les emprunteurs, du coup, pour peut-être les opérateurs porteurs de projets, est-ce qu'il y a des choses auxquelles... alors tu me diras, c'est peut-être des tailles trop importantes par rapport aux gens peut-être qui nous écoutent, qui sont peut-être juste avec un ou deux entrepreneurs dans l'immobilier, mais est-ce qu'il y a des trucs qui sont intéressants à écrire dans les contrats pour justement se donner le maximum de chances de garder... Alors, si je peux donner vraiment une reco, ce que j'ai trop vu, il y en a beaucoup qui ont signé ce type de contrat de garantie sans prendre la mesure quand même de la garantie. Donc, c'est vraiment important là-dessus d'être, j'ai envie de dire, comme tout type de garantie, qui est donné, de pas la donner à la légère. On pense à la fiducie, évidemment, mais le nombre de cautions, c'est un vrai sujet. Il y en a qui ont donné... Alors oui, il y en a même qui se disent je donne ma caution dans tous les sens, pas de problème, on m'a parlé de caution disproportionnée, ça sautera. Mais c'est pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Donc vraiment, gros warning sur la nature des engagements. Je vois plutôt... j'ai des dirigeants, pour le coup, qui arrivent en difficulté et je leur demande tout de suite, vous êtes caution, parce que c'est important. Et il y en a qui me disent, moi, je me suis battu pour ne pas donner ma caution. Ça a été un point fort, c'était ça où je faisais pas le deal. Je peux vous dire que ça change tout après, parce que c'est pas la même chose, même quand les choses vont moins bien. Quand c'est la caution qui a été donnée ou pas. Donc, j'ai envie de dire warning sur la fourniture de toute garantie. Hypothèque, c'est différent, mais je veux dire, entre caution et fiducie, il faut bien avoir conscience de ce qu'on... Et donc, du coup, quand je reprends la fiducie, bien négocier le processus de commercialisation et ne surtout pas signer un contrat de fiducie comme un contrat d'adhésion. Et la caution, faire attention à pas la donner dans tous les sens. Et le deuxième point, c'est que dans tous les contrats plutôt de financement, c'est important, c'est vrai que c'est plus professionnel, mais faire attention à toutes ces clauses qu'on négociait pas, notamment les clauses qu'on négociait pas parce qu'on disait que l'herbe allait être plus verte dans les jours qui suivent. Et j'ai beaucoup de cas où justement les clauses de ratio, de LTV n'étaient quasiment pas négociées parce qu'on disait que ça allait prendre de la valeur. On se retrouve mécaniquement en défaut de paiement parce que des actifs ont perdu de la valeur et ils sont à la merci de leurs créanciers. Donc faire attention à ces clauses-là, c'est sûr que c'est... Quand on est un professionnel de l'immobilier, ce qui nous intéresse avant tout, c'est la création de valeur sur l'actif. Et alors, c'est choisir soit des bons conseils, ne pas mégoter sur des économies de bout de chandelle sur les avocats. Je suis pas... C'est pas pour mes amis avocats que je plaide, mais du coup, c'est important parce que nous, on est là quand ça va mal et c'est le fait que cette clause, elle n'ait pas été négociée qui peut poser beaucoup de difficultés après. Ouais, bien sûr. Non, c'était un bon point, ça, sur les covenants, justement, et de ne pas être trop serré en termes de conditions, parce que on perd complètement le contrôle, en fait. Mais il y en a qui négocient pas le fait qu'il suffit d'avoir un jour de retard sur la fourniture des comptes de l'année précédente. Enfin, vous clôturez au 31/12, si vous ne le communiquez pas à votre prêteur le 1er juillet, vous êtes mécaniquement en défaut. C'est la réalité, mais il y en a qui ne lisent pas du tout ça. Ouais. Parce qu'après, il y a des implications réelles, quoi. Bien sûr. Ouais. Après, le prêteur, il n'est pas kamikaze en général. Ouais. Son but, évidemment, mais il faut faire attention. Ouais, c'est un peu trop à la légère parfois. C'est clair. Ouais, le DocuSign, c'est les seuls inconvénients du DocuSign, c'est que parfois c'est trop pratique. C'est trop pratique, exactement. Exactement. Bon, super, on a couvert pas mal de choses là aujourd'hui. Je pense que c'était très intéressant et très complet. Est-ce qu'il y a des endroits, des ressources que tu pourrais communiquer auprès des personnes qui souhaitent aller plus loin sur ce secteur-là? Alors en tout cas, sur l'aspect entreprise en difficulté, on a développé avec FHB, donc l'étude dans laquelle je travaille, une sorte de guide qui vise à vulgariser toutes ces procédures. Parce qu'il y a aussi un sujet de langage, on est là avec nos termes un peu spécifiques et ça peut être un peu aride, voire faire peur auprès d'entrepreneurs. Donc je vous mettrai le lien, si t'es OK, du guide de l'entrepreneur éclairé. C'est mes associés
Charlotte Faure et Hélène Bourboulot qui l'ont conçu. Et franchement, c'est une petite Bible très utile quand on se pose ces questions-là. Donc, je le recommande vivement. C'est pas pour faire de la pub, c'est surtout très utile. C'est cool. Bah, merci beaucoup. Où est-ce que les gens peuvent te rejoindre pour prolonger la conversation? C'est quoi ton canal privilégié? Le mail. Ouais. Franchement, le mail, j'avoue qu'en ce moment, beaucoup de réunions, les appels. Donc, les mails, je suis très réactif. Honnêtement, les mails, fixer un call par mail. Mais vraiment, je mettrai mon mail avec plaisir pour échanger, premier canal. Ok, impeccable. On peut pas être plus direct. Exactement. Merci beaucoup, Théophile. Merci. À bientôt. Merci beaucoup, c'était sympa. Merci, Paco. Si cette conversation t'a plu, je t'invite à écouter l'épisode 136 avec Julien de Souza, où on y parle de reprise d'entreprise, de tous les process liés à la reprise d'une entreprise. Tu vas voir, je pense que tu vas apprécier. Bonne écoute. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu. Fais-toi un investisseur un peu mieux informé. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager ce podcast avec ton entourage et à lui mettre une évaluation 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Podchaser. Ça permet de le faire monter dans les classements et de me donner la motivation pour t'offrir toujours le meilleur contenu. Voilà, merci beaucoup encore pour ton soutien et une très bonne fin de semaine à toi. Ciao!